Un lost media, c'est comme ça qu'on appelle un média qui soit n'existe plus, est disparu totalement ou en partie, ou bien est caché du public. C'est un domaine ultra intéressant, et dans l'histoire on a des centaines de milliers de ces médias, et une communauté extrêmement active dans le but de les retrouver. Ça marche, ou non. Mais aujourd'hui, le cas que je voulais traiter est un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que cette chanson, depuis plus de 15 ans, intrigue les gens car personne ne sait d'où elle vient. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous parler de l'histoire de la chanson la plus mystérieuse d'Internet. Tout commence en 2007 sur un obscur forum allemand dont le sujet principal c'est l'amour des années 80. Les gens y échangent sur la musique de cette époque, mêlant nostalgie, mais aussi recherche de chansons que des gens ont entendues 30 ans auparavant et dont le nom leur est inconnu. En général, la communauté retrouve assez facilement ces chansons, et il n'y a aucun problème. Le truc c'est qu'un certain Anton Riedel va faire un post qui va lancer des recherches qui sont encore actives aujourd'hui. Il va demander aux gens du forum s'ils ont des informations concernant une chanson, il va poster un extrait, il va aussi importer un peu d'infos, c'est un enregistrement que son frère a fait d'une station de radio, probablement NDR, à Hambourg, en Allemagne, dans les années 80. L'émission qu'il a diffusée s'appelait Musik für junge Leute, musique pour les jeunes. Anton n'obtiendra aucune aide, et personne ne sait quoi que ce soit à propos de cette chanson. Anton va alors persister, et poster dans des dizaines de forums et de sites pendant les 4 années qui vont suivre, notamment sur What's That Song, un site où les gens postent des extraits de chansons avec espoir qu'une personne le reconnaisse. C'était un peu l'ancêtre de Shazam. On est alors en 2011, et aucune avancée majeure n'a été faite. On n'a même pas de titre. Un utilisateur de YouTube du nom de Redo Alfo va alors poster sur sa chaîne un morceau de la chanson que Anton a posté et qu'il a archivé. Le truc, c'est qu'à part ce morceau, tous les autres extraits ont disparu, et Anton n'est plus actif du tout sur les forums. C'est le vide. Et ça va durer 8 ans, jusqu'en 2019 où toute l'histoire va refaire surface. En juillet, un utilisateur de Reddit du nom de Gab Gaskin, qu'on appellera Gabriel, poste sur des dizaines de subreddits pour avoir la réponse à la question que lui aussi se pose depuis des années, quelle est cette chanson ? Il va persister, mais le problème qui accompagne ces posts, c'est que Gabriel a donné un lien vers un extrait dont il est très dur de comprendre les paroles. C'est un peu saturé, et surtout le mix est vraiment pas dingue. La plupart des instruments prennent le dessus sur le chant, c'est pas logique, et pour beaucoup, c'est le signe que ce groupe est un groupe amateur. C'est la seule chose qu'ils vont retenir de ces échanges. Certains diront aussi que ça ressemble à de la musique d'église, ou à du post-punk, mais en tout cas, tous s'accordent à dire que c'est sûrement une démo. Et ça, c'est pas bon signe du tout, parce qu'une démo, à moins que le groupe perce après, ça se perd. Et si jamais ça n'a jamais été produit par une maison de disques, il y a très peu de chances de retrouver les personnes qui ont joué ça. Mais le point positif des posts de Gabriel, c'est la création 2 mois plus tard du subreddit The Mysterious Song, qui va réunir toutes les infos qu'on a, mais aussi permettre la découverte de nouvelles. Et c'est comme ça qu'on a notre premier vrai indice depuis 2007, à savoir que le DJ qui a joué dans son émission de radio s'appelle Paul Baskerville, puisqu'à l'époque c'était lui, l'animateur de musique pour les jeunes. Dans le même temps, un utilisateur de Reddit du nom de Johnny MeToo entend parler des recherches et va faire énormément avancer celle-ci. Il avait en sa possession l'extrait entier qu'avait posté Anton 12 ans auparavant. Et c'est exceptionnel d'avoir ça. Ça va permettre au réditeur de contacter avec l'extrait entier Paul Baskerville lui-même pour lui demander s'il reconnaît la chanson. Malheureusement non, mais il fait une offre qui va tout changer. Il va proposer de passer la chanson dans sa nouvelle émission de radio et propose aux auditeurs un numéro à appeler si jamais ils la reconnaissent. Personne n'a identifié la chanson, mais quelqu'un va la reconnaître. Anscheinend gibt es Leute, die denken, wir hätten noch die Musiklisten beim NDR von 1984. Und wenn wir sie hätten, würden wir gar nicht wissen, wo wir gucken sollen. Und das Einzige, das ich versuchen kann oder könnte, wenn ich Zeit habe, wäre, meine Schallplatten zu Hause durchzusuchen und gucken nach Covers, die ich vergessen habe, die Post-Punk-artig aussehen. Und
Naja, im Zweifel habe ich dann eine Aufgabe, wenn ich in Rente bin. Und wir hören gleich das Lied. Und wenn einer von euch es kennt, wäre es natürlich wunderbar. Ihr würdet einige Leute im Netz sehr glücklich machen. Hier ist also The Mysterious Song, or The Most Mysterious Song on the Internet. So, keiner weiß, wer diese Band überhaupt ist. Man weiß gar nicht, wie das Stück heißt. Und es heißt deshalb auf YouTube The Most Mysterious Song on the Internet. Und es wäre natürlich wunderbar, wenn einer von euch das Stück tatsächlich kennen würde. Und die Reaktionen auf diese Suchaktion sind sehr unterschiedlich. Also ich habe schon ein paar Leute gefragt, ob sie das Lied kennen. Und ein gewisser Uli hat mir geschrieben, ist das alles so wichtig? Muss man es kennen? Und ich denke, es ist nur Zeitverschwendung. Un auditeur du nom de Darius va écouter l'émission de radio et reconnaître ce son, pour une raison extrêmement simple. C'est lui qui a enregistré la chanson quand il l'a entendue à la radio. C'est lui, le frère d'Anton. La coïncidence est folle, mais Darius va prévenir Anton qui va s'intéresser au subreddit et envoyer un message privé à Gabriel qui le publiera ensuite. Hey Gabriel, j'ai vu que tu cherchais la source de la chanson la plus mystérieuse d'internet. Bon, je ne peux pas te dire qui est le chanteur de cette chanson, mais je peux te dire que c'est mon frère qui l'a enregistré au début des années 80. Je suis la personne qui a posé la question du chanteur à plusieurs endroits sur internet. Quelqu'un a posé que la première personne qui demandait de l'aide était un certain Anton Riddle, et même si ça paraît fou, c'est moi. C'est un pseudo que j'utilisais il y a quelques années pour plusieurs raisons. Fais-moi savoir si tu as des questions. Salutations du nord de l'Allemagne, Lydia. Le tout accompagné de cette photo, qui est la tracklist d'une cassette où figure la mystérieuse chanson. L'impact de ce post va être colossal. Premièrement parce qu'il faut mettre en perspective la situation de base, un groupe de quelques dizaines de milliers de personnes sur internet, ça passe très facilement inaperçu mine de rien. Et il était impossible d'imaginer qu'un subreddit en anglais sur un sujet aussi vague que la chanson la plus mystérieuse d'internet puisse retrouver la personne qui a posté ça à la base, sachant qu'elle est allemande, utilise un pseudonyme et que la chanson n'a pas de titre, donc très dur à retrouver. C'est un soulagement immense qui va toucher les redditeurs. Anton existe, et son vrai nom c'est Lydia. Le deuxième impact que ça va avoir, c'est que Lydia va poster elle-même sur ce subreddit pour nous apporter des infos. La chanson a été enregistrée précisément en 84, un second post apportera une preuve qu'elle est bien Anton Riddle et dira qu'effectivement elle possède une version en meilleure qualité et en stéréo. Ça va retourner le subreddit, mais surtout ça arrive exactement en même temps qu'un article du site Rolling Stone Magazine. Article qui ne fait que reprendre ce qu'on sait déjà certes, mais qui va attirer des dizaines de milliers de personnes dans la recherche de cette chanson. Et c'est là qu'on commence à avoir des théories de plus en plus poussées. Par exemple, un utilisateur du nom de Poufedou va nous parler de sa théorie, la chanson serait une démo perdue de Cissé Akinen, un chanteur et guitariste finlandais qui chante en anglais et faisait du rock dans les années 70 et 80. Se basant sur quelques arguments plus ou moins logiques, tout d'abord la voix qui est semblable, et là je suis d'accord là-dessus. I will stay by your side, now and forever. I will always... Mais il va aussi se baser sur le fait que Cissé a commencé sa carrière solo en 84, et que la chanson pourrait être une démo qu'il a envoyée à des radios pour se faire connaître. C'est une très grosse supposition, mais c'est pas impossible du tout. Une autre supposition se base sur un détail juste avant sa carrière solo, c'est que Cissé avait un groupe nommé Hurricanes, et qu'il y a une chanson de ce groupe précisément, Moonshine, qui a été enregistrée en 83 ou 84, et qui est un Lost Media. L'existence n'est connue que parce qu'elle figure sur des setlists de différents concerts dans cette époque, et la solution logique donc, c'est d'aller voir Cissé pour lui demander lui-même. Mais le truc, c'est qu'en 2019 il était déjà mort depuis 29 ans, donc c'est pas simple. Le post va se terminer par 5 updates, qui sont très intéressantes, mais décevantes. Premièrement, il nous dit qu'il a trouvé le nom de l'ingénieur de studio qui a bossé avec Cissé, il a travaillé sur plus de 500 albums finlandais, et possiblement donc a entendu la chanson et pourrait la reconnaître si c'était Cissé Akinen. Pareil pour Ile Kallio, qui était guitariste des Hurricanes, l'ancien groupe de Cissé, et aucun des deux ne donnera de réponse. Alors, Poufedou va contacter quelqu'un qui en ligne se disait avoir la plus grande collection live des Hurricanes, lui demande s'il peut partager une version de Moonshine, et obtient une réponse. Le fan va juste lui dire que non, ça n'est pas Cissé qui chante, et qu'il n'a pas le droit de partager en ligne toute sa collection parce qu'il n'a pas les droits. Par contre, pour compenser, il confirmera bien que non, Cissé n'a jamais enregistré cette chanson, et que Moonshine n'a rien à voir, même si elle reste encore aujourd'hui un Lost Media. C'était une piste qui a demandé énormément d'efforts à la communauté, c'était très éprouvant, et quand une piste aussi prometteuse se plante, c'est dur de relancer la machine derrière. Mais un autre utilisateur du nom de Waves va faire ce qu'il appelle lui-même seulement une théorie, mais qui pour moi est un des posts les plus importants de toutes ces recherches.
Waves a dans ses connaissances quelqu'un d'expert et de fanatique en ce qui concerne la musique des années 80, et il va analyser totalement la chanson, disant tout d'abord qu'il n'a jamais entendu cette chanson auparavant et qu'il en est certain. Mais place aux spéculations. Tout d'abord, il remarque une énorme ressemblance avec The Damned, et plus particulièrement l'album Phantasmagoria, et effectivement il y a quelque chose. Il remarque aussi une petite ressemblance avec du Ultravox que personnellement je ne vois pas du tout, mais soit. Et toutes ces comparaisons lui font dire que cette chanson vient très probablement de 1983, alors que les gens juste ici disaient que le synthé faisait 84, mais lui il en est certain, c'est 83. Et je le cite, quand le post-punk d'Europe de l'Ouest était très wavy. C'est très précis comme analyse, mais ça correspond totalement aux faits. Déjà, le côté ouest-européen est intéressant. Il dit qu'en Pologne, par exemple, à cette époque, c'était plus de la synth-pop, et on différencie assez simplement à l'oreille les deux tendances. Il a donné sa liste des pays possibles, l'Allemagne, le plus plausible au vu de sa diffusion d'origine, mais aussi le Danemark, le Benelux, la Suisse et la France. Concernant la qualité de la production et du jeu des musiciens, il a affirmé 3 points. Tout d'abord, la production est quasi professionnelle. On ne dirait pas une démo, mais une chanson finie et mixée. Ensuite, le niveau des musiciens est assez pro aussi, et on remarque que le groupe a au moins un petit peu d'expérience. Mais surtout, la chanson est écrite pour être un hit, et c'est aussi ce que j'ai pensé en l'entendant pour la première fois. La chanson est super basique pour une raison que les gens n'ont pas mise en avant. Ce n'est pas parce que le groupe n'a pas d'expérience, mais c'est parce qu'elle a été faite pour être le hit d'un album. Ou alors, s'il n'y a pas d'album, il y aurait une raison de pourquoi cette chanson est écrite comme un hit. C'est une chanson à but commercial, une chanson écrite dans le but d'être catchy, soit pour la BO d'une pub, d'un film ou d'une série. La solution de pourquoi on n'a aucune trace de ce groupe et de ce titre, ça pourrait être une méthode utilisée pour les BO dans les années 80. En effet, le cinéma était très soucieux de ne pas payer trop cher pour avoir les droits de musique connus, et ce qu'il faisait c'était assez simple, prendre des musiciens expérimentés séparément, et leur faire enregistrer quelques titres, comme ça on réduit la paye. C'était notamment des pays comme la France, la Finlande ou Danemark qui utilisaient cette méthode. Une autre possibilité de ce style, c'est des séries dans lesquelles des gens rentrent dans un concert ou une boîte et où on entend une chanson. En général, les producteurs employaient juste des groupes de studio et leur faisaient jouer un titre qu'ils venaient d'écrire juste pour rendre le groupe crédible. L'analyse de ces deux personnes est longue et on n'a pas vraiment fini, mais j'aimerais que vous compreniez que tout ce que je vous raconte là, ça ne fait vraiment pas avancer les recherches. Pas du tout même, ça balance juste des pistes que les réditeurs vont fouiller après, mais tous ces posts ne font qu'ouvrir plus de chemin pour arriver à la vérité, et c'est fou à quel point une chanson que vous avez sûrement maintenant dans la tête est toujours aujourd'hui inconnue malgré toutes ces pistes. Retour à Waves et à son pote qui vont avancer une autre théorie très plausible et que j'aime particulièrement, celle de la BO d'un film ou d'une série tellement obscure et tombée dans l'oubli que sa BO créée juste pour l'occasion n'aura été diffusée que très peu. C'est vraiment plausible, et vu le nombre de petits films ou séries amateurs et le nombre de chaînes de télévision ou de radio locales à échelle de diffusion minuscule, ça expliquerait beaucoup de choses. À la question pourquoi une radio passerait ça du coup, on peut rappeler qu'en 95, le générique de Friends était dans le Billboard Top 100, le top 100 des titres les plus joués en Amérique. Et je ne parle pas de la chanson I'll Be There For You, mais bien du générique. À la base, la chanson faisait moins d'1 minute, mais les producteurs, voyant que même en faisant moins d'1 minute, elle rentrait dans le Billboard Top 100, ont demandé à un groupe d'enregistrer une version de 3 minutes. Pour faire simple, ils ont juste fait une boucle de 3 fois la minute en question. Le générique était déjà créé, et cette boucle, c'était uniquement pour la faire passer en radio et faire penser à la série. Ce qui forcera la production à enregistrer une vraie version complète 6 mois plus tard, et ainsi I'll Be There For You est né. La même chose pourrait s'appliquer à la chanson la plus mystérieuse d'internet. Et waouh, en un post, on a fait énormément de progrès. Si on récapitule, on a maintenant une date un petit peu plus vaste, 83 ou 84. Le groupe est sûrement danois, allemand, suisse ou français, et la chanson a sûrement été faite pour les besoins d'un film, et donc n'a jamais vu une sortie en album. Ok, mais dans quelle direction on peut aller après ça ? La suite, ça va se passer grâce au synthé qu'on entend pendant le refrain. Ça peut paraître ridicule, mais quelqu'un l'a retrouvé. On sait maintenant avec certitude que le son du refrain provient de cet instrument, un Yamaha DX7. Le premier synthétiseur FM disponible au grand public. Et bingo, il est sorti en premier en Allemagne, fin novembre 83. Ça colle parfaitement.
Dans le temps, Lydia va demander à son frère quand il aurait pu enregistrer cette chanson, et une sorte de calendrier va être mis en place. Darius écoutait la radio principalement en semaine et après l'école. Si on mélange ça avec le calendrier de sortie du Yamaha DX7, on obtient ça. Donc voilà, les 4 mois les plus probables pour la diffusion radio de la chanson. Ça c'est la conclusion de plusieurs années de recherche, et pour évoluer il faudrait quelque chose de beaucoup plus significatif. Et là, exclusivité mondiale, j'ai obtenu la liste des chansons jouées par Paul Baskerville dans son show Musique pour les jeunes en 1984. Et waouh, vu le titre, on est sur le point de découvrir le nom de cette fameuse musique depuis tant d'années. Tout part d'une idée simple, obtenir cette liste, et c'était à l'époque de la recherche l'objectif numéro 1. Mais l'accès aux archives de la radio NDR, c'est l'équivalent du service public pour quelques régions d'Allemagne. Pendant quelques années, impossible d'y accéder. Jusqu'à une découverte d'un éditeur investiguant le site. Dans un article de 2014, l'organisme de radio annonce que pour la première fois, la NDR offrira un accès total et uniforme à tous les scientifiques et les chercheurs. Immédiatement, leur éditeur va envoyer un mail expliquant qu'il est un chercheur indépendant, travaillant conjointement avec le subreddit pour obtenir des informations sur la chanson. Il dit que la chanson est très certainement passée dans Musique pour les jeunes entre 82 et 84, et qu'il faut par conséquent des copies des chansons passées à la radio à cette époque. 3 jours plus tard, une réponse va être envoyée. Cher Bip, merci pour ta demande. En fait, j'ai déjà beaucoup lu à propos de cette mystérieuse chanson et j'ai moi-même fait des recherches sur ce sujet intéressant. Malheureusement, je n'ai trouvé aucun indice sur cette chanson. En fait, nous n'avons aucun des shows originaux dans nos archives, vu qu'on archive uniquement les performances de musique classique de nos orchestres et les interviews pendant les shows. Par contre, nous avons la liste de toutes les chansons diffusées, et parfois Paul Baskerville passait des chansons de sa propre collection. La seule chose que je peux t'offrir sera les scripts des shows que Paul a fait de 82 à 84, y compris la liste des chansons. Mais je les ai déjà investigués plusieurs fois moi-même, et je n'ai rien trouvé. Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Ok, c'est une avancée majeure, surtout que ça amène avec ça une liste de plus de 9000 chansons, et une fois que la communauté aura analysé ces 9000 chansons, une certitude va alors tomber, et bouleverser tout ce qui était su depuis le début. Paul Baskerville n'a jamais joué cette chanson-là. Et là, ça met un peu dans la merde. Tout d'abord parce que tout le monde partait du principe qu'il avait fait ça. Depuis des années, toutes les pistes qu'on observait étaient fausses. Mais aussi parce que du coup, si c'est pas lui qui l'a joué, il y a 6 autres personnes qui ont animé l'émission de radio, et donc 6 autres personnes qui doivent être investiguées du début à la fin, comme ça a été fait avec Paul. Notamment Stéphane Kuhn, un autre animateur qui a officié entre 82 et 84. Mais là, je vais mettre un stop, parce que tous ces développements, mine de rien, ça a développé que dalle. L'archiviste de la NDR et son histoire d'animateur, ça a servi qu'à donner de fausses pistes, et tout ça, c'est arrivé en même temps de 2019 à 2020. Rien de significatif n'arrivera avant 2021, et c'est probablement le dernier gros morceau qui va arriver à cette histoire. Le 7 novembre 2021, Lydia va reposter. Ça faisait plusieurs mois qu'elle n'avait pas été active du tout, et elle a fait une découverte inattendue en déménageant sa maison. Des cassettes que son frère lui avait fait plus de 25 ans auparavant. Elle était surprise, parce que certaines de ces cassettes avaient disparu depuis bien longtemps. Elle s'était donc mis en tête de les écouter. Quelques chansons nostalgiques, quelques chansons dont elle se rappelait plus du tout, mais qui grâce au Discord pour retrouver la chanson ont pu être élucidées. Elle prend alors la dernière cassette qu'elle n'a pas écoutée. La face A commence par une chanson qu'elle avait oubliée depuis des décennies, Gone with the Wind de Blue Murder. Et elle passe à la chanson suivante. C'est une version beaucoup plus claire de la chanson. 14 ans après le début des recherches, on a enfin une version beaucoup plus claire qui a l'air remasterisée, alors que non, c'est probablement le premier enregistrement de la chanson. Et déjà aucune chanson ne date de plus loin que 84, donc la date est confirmée même si elle l'était déjà depuis bien longtemps. Mais c'est un détail qui était quasiment confirmé, qui maintenant va être remis au centre des doutes de la communauté. Depuis le début, on était sur les paroles « Like the Wind » ou « Blind the Wind », qui est maintenant le titre donné à la chanson sur pas mal d'articles d'ailleurs. Le mot wind est une certitude, mais une bonne partie des éditeurs va avec cette version plus claire entendre autre chose. Beaucoup parlent d'entendre Light the Way ou Fly Away, et le mix étant un peu bof, c'est dur de dire ce qui est dit. Perso, pour l'avoir écouté des centaines de fois pour cette vidéo, et j'abuse pas sur le chiffre, j'entends successivement Light the Way et Like the Wind.
mais ce qui nous confirme que la chanson vient d'une émission de radio, c'est ça. Ce bruit-là, ça s'appelle un lip smack. Un lip smack, c'est-à-dire que la personne qui passait la chanson a arrêté de la passer. Et c'est ce qu'on entendait à la fin des chansons diffusées à la radio. Quelques secondes de plus enregistrées, et on aurait pu avoir un DJ qui nous disait le titre et l'artiste. Et c'est frustrant pour plein de raisons. Surtout parce que c'est la dernière vraie avancée de l'enquête, et au moment où je fais le montage maintenant, j'ai réenregistré cette partie. Il y a eu un petit avancement, on a trouvé quelques chansons dont on ne connaît pas les groupes dans la liste des 9000 chansons, mais rien ne semble mener à une vraie piste, c'est comme toutes les pistes qu'on explore auparavant, donc autant vous dire que ça a peu d'espoir de déboucher sur quelque chose. Mais aujourd'hui, avec la piste Paul Baskerville qui est morte, la piste de chansons venant d'un film qui n'a rien donné, et la nouvelle version qui n'a servi à rien, si ce n'est retourner une partie de la communauté contre Lydia, parce qu'effectivement, c'est quand même chelou qu'elle ait retrouvé cette cassette que maintenant, bah la dernière hypothèse pour moi, est non seulement la plus plausible, la plus triste, mais c'est celle qu'on avait émise en premier, celle de la démo. Il est possible, et très certainement probable, que cette chanson ait été une démo enregistrée par des jeunes musiciens à leur début. Ils ont bidé, ils ont sûrement arrêté la musique peu de temps après, ont adopté une vie plus traditionnelle, et je suis pas seul à le penser. Tout le subreddit semble avoir eu une vague de déprime colossale qui est arrivée après la fin de la piste Baskerville, et ils sont tous arrivés à la même conclusion. Effectivement, les gens qui ont enregistré cette très bonne chanson ont probablement entre 50 et 60 ans, n'utilisent sûrement internet que pour Facebook et YouTube, et il est peu probable qu'ils soient tombés un jour devant un subreddit du genre ou une vidéo YouTube dans le top 10 des chansons perdues. Et il est même probable que même leurs proches n'aient jamais entendu parler de cette chanson. Et puis même, si l'un d'entre eux tombait sur cette recherche, imaginez que tous les gens dans ce groupe aient la vingtaine, peut-être qu'ils arrêtaient leur groupe 2-3 ans plus tard, quelle est statistiquement la chance que ces gens aient encore des cassettes d'époque, des flyers, d'autres enregistrements, ou juste tout simplement une preuve que c'était bien eux. Les seules choses qui aujourd'hui peuvent être faites par la communauté pour faire avancer, c'est regarder les archives des stations de radio allemandes de l'époque, de chercher où étaient diffusées ces radios pour savoir qui était la cible. C'est dur, et très honnêtement, c'est sûrement infructueux.